Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau compte rendu de vide-grenier. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ce dimanche nous avons fait de superbes trouvailles et surtout que ça a commencé par du Doctor Who. C'est très rare et vu qu'on est des gros fans de Doctor Who, ça nous a mis sur la bonne vibe. On a même réussi à rentrer un jeu cultissime de la Wii, je dirais même presque le jeu le plus culte de la Wii, en tout cas le jeu qu'il faut avoir dans sa collection Nintendo. Mais je vous le garde pour la fin parce que c'est le vrai coup de fusil pour moi vu que c'était vraiment pas cher du tout. Je vais éviter de commencer par du Doctor Who parce que sinon ça va vous perdre, donc on va commencer par un jeu de DS qui est culte. Il s'agit de Super Mario 64 dans une version, vous le voyez, avec un petit USK 0 AB Freigaiden devant. Alors ce n'est pas une version PAL FR, mais c'est une version PAL, puisque vous retrouvez le petit triangle rose ici, donc on est bien sur du PAL. Mais je dirais que c'est une version allemande. Moi ça ne me dérange pas, on peut y jouer en français, c'est même marqué en français derrière, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est en tout cas complet, avec une notice énorme et sèche. Et c'est un must-have de la DS à mon avis. C'est déjà un must-have de la Nintendo 64, ce Super Mario 64, puisque oui, à la base c'est un jeu de 64, d'où son nom. C'est sûrement le plus grand jeu de plateforme de la Nintendo 64, en tout cas il a marqué beaucoup les esprits. On retrouve même un stage complet et tout un bonus autour de ce Super Mario 64 dans le Super Mario Odyssey sur Switch, donc gros big up encore une fois à ce jeu. Là ce portage DS n'est pas vraiment un remaster en tant que tel, puisque oui, ça relisse le jeu, ça le rend plus agréable à jouer avec une caméra qui peut se mouvoir, tout ça, mais c'est surtout que l'histoire a un petit peu changé. On n'incarne plus Mario mais Yoshi, qui est le protagoniste principal. On peut par la suite prendre Mario, prendre Luigi, prendre Wario aussi pour des pouvoirs un peu spéciaux, genre Wario il peut péter des blocs. En tout cas c'est vraiment cool, on a en plus des mini-jeux qui sont rajoutés au jeu de base, au nombre de 36 je crois, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est peut-être même le meilleur moyen de redécouvrir Super Mario 64, ou même de le découvrir en jouant à cette version DS. Et je fais un gros big up à Nono de la chaîne Twitch AS Family. Vous retrouvez toutes les horaires, tout ça dans la description de cette vidéo. Et Nono dans la fausse FAQ, cette vidéo incroyable dont je vous mets un i tout de suite ici pour que vous alliez la voir avec notre chère amie Coralie alias Retroxidia. Et bien dans cette fausse FAQ, même si on répond à côté de la plaque à toutes les questions, Nono est le seul personnage, si vous l'aviez remarqué, vous l'avez pas trop dit dans les commentaires, mais qui répond sérieusement à toutes les questions. Et conseille de speedrunner Super Mario 64 sur DS, apparemment c'est un très bon jeu pour commencer les speedruns. Moi en tout cas je ne vais pas faire de speedrun dessus, je suis surtout très content de le rentrer à la collection pour à l'occasion peut-être le retater. Et ce titre franchement incroyable était annoncé à 3€ sur un stand. Je vous avoue que je n'ai pas hésité une seule seconde, je n'ai pas essayé de négocier. Quand on t'annonce 3€ un jeu aussi culte, tu ne négocies pas, tu le prends avec plaisir, en faisant un grand sourire. C'est important d'être cordial, très important. Ça y est, il est temps de vous faire partir de cette vidéo en vous présentant de Doctor Who, mais en même temps arrêtez de pas connaître Doctor Who. C'est pas pour rien qu'on vous le dit à chaque fois, allez regarder et comme ça vous comprendrez de quoi je parle. Je vous ai dit qu'on avait commencé les vide-greniers en arrivant et en voyant un item Doctor Who, et oui, il s'agissait d'un livre Doctor Who les Daleks présenté par Igor et Grishka Bogdanov, quand même. Ce qui est très drôle sur la couverture d'ailleurs, c'est que le docteur se frotte le menton. Serait-ce un hommage à Igor et Grishka? Je ne sais pas, mais il y a un truc autour du menton. Nous sommes ici sur un livre édité en 1987, ça ne nous rajeunit pas, et la version originale, donc anglaise de ce livre est sortie en 64. Ça nous rajeunit encore moins, mais je vous rappelle que Doctor Who est une série, donc télévisuelle de la BBC, série anglaise sortie en 63, et qui dure encore aujourd'hui, une des plus vieilles séries de SF du coup. Si ça ne vous motive pas à aller voir Doctor Who, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. J'ai même mis un t-shirt Star Trek, pareil, très vieille série de SF. Ça vaut vraiment le coup de redécouvrir des vieilles séries SF comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi certaines séries d'aujourd'hui sont écrites comme ça, en tout cas les rêves qu'il y a dans les séries ou films d'aujourd'hui. Ça vaut vraiment le coup. Doctor Who et les Daleks racontent tout simplement une histoire autour des Daleks, cet ennemi mythique du Docteur, un des plus grands ennemis, si ce n'est le plus gros ennemi du Docteur. Ils ont une esthétique très particulière, qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture. Ils n'ont pas changé d'ailleurs, les Daleks. C'est également une histoire qui a été adaptée en long métrage autour de Doctor Who en 1965. Alors, on ne sait pas trop quoi s'inspire de quoi. Tout part de la série, ça c'est sûr. D'ailleurs, les Daleks, c'était un regroupement d'épisodes de la toute première saison de Doctor Who, donc en 63. Et donc, il y a 7 épisodes regroupés, on va dire, ça s'appelle les Daleks, cet arc narratif, et qu'on a associé plus tard à d'autres groupements d'épisodes pour dire que c'était la saison 1 avec le premier Docteur, du coup. Parce que oui, je vous rappelle que le Docteur est un alien à 2 cœurs qui se régénère et donc qui change d'acteur quand on brise un peu le 4e mur. C'est une manière à l'époque de pouvoir renouveler les histoires et les acteurs sans que ce soit incompréhensible. Il faut savoir que depuis tout à l'heure je dis le Docteur, et oui parce que je suis fan de Doctor Who et je connais un peu le lire de Doctor Who. Il s'appelle le Docteur et le jeu de mots autour de Who qui veut dire qui en anglais, c'est justement qui est le Docteur, on ne sait pas, c'est un alien venu d'ailleurs. Et bien sûr la traduction française ils ont pas compris à l'époque, je vous lis le petit pitch derrière. En débarquant sur la planète Skaro, qui est la planète d'origine des Daleks, le Docteur Who s'allie au Pacific Tales en featuring avec Lorenzo, non ça c'est moi qui ai rajouté, excusez-moi, mais ils disent bien le Doctor Who. Ça ne veut rien dire. Bref, tout ça pour vous dire que ce livre, je l'ai payé que 1€. C'est très rare de tomber sur des items Doctor Who en vide-grenier, donc on est très content quoi qu'il arrive. Mais je ne vais jamais lire ce livre. Je ne pense pas, car je n'ai pas de lunettes. Je ne suis pas un intello. Je ne lis pas. Là, il n'y a pas d'image. Ça y est, c'est bon, on repasse à les jeux vidéo, c'est bon, je vous remets dans votre zone de confort, on arrête avec les séries anglaises, tout ça. On va parler d'un jeu développé par un studio anglais. Bon, promis, c'est pas la BBC, c'est pas un jeu Doctor Who.
Tout va bien, calmez-vous. Il s'agit de Hidden Agenda sur PlayStation 4 et uniquement sur PlayStation 4, développé par le studio britannique Supermassive Games. Supermassive Games, vous connaissez pas forcément de nom en tout cas, parce que bah c'est pas genre Activision, mais ils sont derrière Until Dawn. Je sais pas si vous vous rappelez ce fameux Survival Horror qui avait eu ses heures de gloire, notamment grâce à Squeezie. Je crois même que c'est son premier let's play vraiment suivi sur la chaîne, ça avait vraiment cartonné, et je vous avoue que j'avais découvert ce jeu à travers les yeux de Squeezie, en fait, sans moi-même y jouer. C'était un Survival Horror assez dramatique, où on pouvait même choisir qui allait mourir dans le jeu. Et Hidden Agenda, c'est exactement pareil dans le sens où on va pouvoir choisir qui va mourir. On va pouvoir même choisir la fin du jeu grâce à nos choix. Ici on est plus par contre sur un polar, puisqu'on va incarner à la fois un détective policier et une procureure ou un procureur, j'ai pas trop bien compris. En tout cas ça va être plus le côté enquête que Survival Horror, je suis jeune dans une maison hantée et je dois survivre à un monstre horrible. Il s'agit donc d'un TPS plutôt joli, plutôt sombre aussi, il se joue plutôt dans le noir puisqu'on ne voit rien, tout est noir dans ce que j'ai vu en gameplay. En tout cas c'est pas mal parce qu'il va y avoir beaucoup de phases de QTE, tout ça, il va falloir faire des choix justement comme je vous l'ai dit, des choix dans les dialogues, des choix pour savoir qui va mourir, peut-être également des choix de chemin à emprunter, je ne sais pas, mais tout ça sur fond de Playlink for PS4, puisque je vous l'ai dit c'est une exclue PS4, ça permet de jouer avec son téléphone. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, tout simplement parce que je n'ai pas fait ce jeu, mais il y a tout un délire de coopération, avec un joueur qui a la manette et d'autres joueurs qui jouent avec leur téléphone, et il y a aussi un délire de rivalité. Je ne sais pas comment peut se passer une phase de coopération avec quelqu'un qui a le téléphone et quelqu'un qui a la manette. Pour la phase de rivalité, je vois plus le délire peut-être de on fait des choix et le choix qui a le plus de votes l'emporte et du coup éventuellement un des joueurs est avantagé. Je ne sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire quand même c'est qu'il y a certains joueurs qui vont recevoir des objectifs personnels sur leur téléphone pour justement essayer de mener l'enquête à leur faveur, donc je trouve ça plutôt cool. Est-ce que certains vont prendre le parti des enquêteurs et les autres du trappeur, puisque oui il s'appelle le trappeur, le tueur en série, c'est un mec qui fait du rap très fort. En tout cas quoi qu'il arrive j'ai vraiment hâte de le tester avec ma petite chérie ou même en soirée avec des potes, je sais pas ce qui est le plus intéressant, mais pour seulement 5 € annoncés, en plus de ça négocié à 4, je me suis permis, je me suis dit que ça valait le coup quoi qu'il arrive. Comme vous le savez depuis peu on a acquis une PS4 et je me fais l'objectif du coup de choper tous les jeux exclusifs PS4 que je croise en vide-grenier, c'est normal quand ils sont à bon prix bien sûr, et celui-ci ne manque pas à la règle, surtout que ce gameplay avec un téléphone, j'ai jamais vu ça sur Microsoft, j'ai même jamais vu ça vraiment sur Nintendo, je kiffe vraiment et j'ai vraiment hâte de voir ce gameplay un peu asymétrique, ce gameplay de Wii U sur PS4. Je vous parlais juste avant des soirées entre potes, pourquoi pas sur Hidden Agenda, mais pour moi soirée entre potes c'est synonyme de pizza, non mais c'est pas ça, ou plutôt synonyme de jeu de rôle, ou même de jeu de société. Je pense en particulier au Monopoly, qui est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Et quelle surprise en vide-grenier de tomber sur l'anti-Monopoly, le grand jeu immobilier du 21e siècle. C'est édité par University Games, peut-être en rapport avec son créateur, qui est ou était, je ne sais pas, professeur à l'université de San Francisco, et oui, plutôt la classe, Ralph Anspach, voilà. Il a créé cet anti-Monopoly à la base qui s'appelait Bust the Trust, justement contre le délire du Monopoly et de son système de monopole, puisque je vous rappelle que le but du Monopoly c'est de monopoliser, c'est-à-dire de prendre toutes les propriétés d'une même couleur pour pouvoir après augmenter ses prix. Donc vraiment un délire très capitaliste. Alors je dirais pas que l'anti-Monopoly est anti-capitaliste, ce serait un peu raccourcir le truc, je vous avoue que c'est ce que je pensais à l'époque sans trop me renseigner, mais en tout cas le principe est plutôt cool puisqu'il s'oppose finalement à une partie de Monopoly classique, il commence même là où s'arrête une partie de Monopoly puisque le plateau de départ en fait justement présente des monopoles. Alors là il s'agit de l'anti-Monopoly 2, même si ce n'est pas indiqué puisque c'est la deuxième version de l'anti-Monopoly où justement on peut jouer à la fois des monopolistes comme le Monopoly classique, ou bien justement les services sociaux pour contrer ce monopole. Sachez que les monopolistes doivent toujours rassembler les différentes sociétés pour pouvoir du coup augmenter leurs tarifs, des tarifs assez élevés du coup, alors que les services sociaux eux peuvent directement augmenter leurs tarifs en ayant une seule propriété, mais ce sont quoi qu'il arrive des prix assez raisonnables. Donc en gros, soit tu gagnes en étant genre un gros monopoliste et tu gagnes sur un gros coup où tu demandes à l'autre 1 million d'euros, soit tu essaies d'épuiser les autres joueurs à petit feu en taxant des petites sommes. Et je sais pas si on peut dire du coup que c'est anticapitaliste, mais en tout cas ça n'a pas vraiment plu à Monopoly, une entreprise de chez Parker qui a carrément fait un procès à Ralph Anspach en lui interdisant d'utiliser le mot Monopoly. Mais bon, au bout de 10 ans de procès, Ralph Anspach a eu raison et peut de nouveau utiliser le terme anti-Monopoly parce qu'il a quand même rappelé à la cour que le Monopoly existe depuis le début des années 1900, bien avant que Parker ait les droits. Donc c'est un peu dans le domaine public, on va dire. Faut savoir qu'on a payé que 2 €, la personne n'y a jamais joué, je pense qu'elle a pas compris les règles, je vous avoue que les règles sont assez compliquées, je vous les ai résumées vraiment en mode simplifié. Il y a bien tout le plateau, tout ça, il manque les règles, mais bon, elles se trouvent partout les règles sur internet, et les
cartes sont encore sous blister. Ils ont vraiment pas du tout joué au jeu. Moi j'ai vraiment hâte de faire une partie, de voir si ça dure aussi longtemps que le Monopoly, de voir si c'est aussi rageant et qu'on fait autant la gueule à ses potes quand on se fait plumer. Mais je trouve ça cool d'avoir un jeu qui change, d'avoir presque une parodie, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais d'un jeu qui est très célèbre comme le Monopoly. J'attends d'ailleurs vos suggestions dans les commentaires, je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui adoraient les jeux de société, je pense à Black Brocante entre autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres exemples que l'anti-Monopoly pour parler de jeux un petit peu copie / parodie de jeux célèbres. Voilà, qui peuvent être intéressants en tout cas, pas des trucs de merde, ça m'intéresse pas. Avant de passer enfin au coup de fusil, oui ce vide-grenier est très long, je le sais, on va continuer avec un lot de jeux DS. Alors ça pour le coup je suis très content, surtout qu'on va commencer avec un jeu japonais sur le stand d'un gamin. Tout ça c'est un lot, vous allez le voir, et je sais pas du tout ce qu'il faisait avec ce jeu. Il s'agit de Inazuma Eleven 3 Foudre Céleste. Et oui je peux vous dire son nom, hein, je ne lis pas encore le japonais parce que je possède la version européenne, française même de ce jeu. Le fameux RPG de foot de chez Level 5 à qui on doit entre autres Professor Layton et du coup aussi toute la saga Inazuma Eleven qui réconcilie quand même les joueurs de RPG avec le foot. Je ne sais même pas comment ils y arrivent, mais même moi je mets à aimer le foot grâce à Inazuma Eleven. Je ne vais pas vous faire l'affront d'en parler encore une fois parce qu'on en parle souvent des Inazuma Eleven, on en trouve pas mal en VG et c'est très cool d'ailleurs. Mais là cette version Jap est juste magnifique, le boîtier noir, c'est plutôt cool, c'est notre premier jeu Jap, hein, mais boîtier noir on connaît grâce au jeu américain. On en avait rentré un dans un VG aussi, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos, je ne sais plus quand. Et à noter quand même que on se fait toujours avoir, nous on reçoit les jeux beaucoup plus tard qu'au Japon puisque le Inazuma Eleven 3 est sorti donc sur Nintendo DS au Japon et la version française est sortie sur 3DS. Et oui, puisque entre les deux jeux, il s'est passé 3 ans et que nous avons changé de console. On se retrouve avec le même jeu mais sur une console plus récente. Alors du coup les graphismes sont un peu plus beaux, mais du coup l'original est sorti sur DS quand même. Donc je suis content de l'avoir dans la collection. On continue sur ce lot avec Dragon Ball Z Attack of the Science. Alors je vous annonce tout de suite que je ne connais pas Dragon Ball Z, que je n'aime pas trop Dragon Ball Z. Je n'aime pas parce que je ne connais pas. C'est pas que j'ai regardé à fond Dragon Ball et que j'ai trouvé ça nul, hein, je vous rassure, mais on peut pas tout regarder. Je vous renvoie au début de la vidéo où je vous ai dit de regarder Doctor Who. Voilà, je dis des choses que je n'applique pas. Il s'agit ici d'un jeu qui retrace toute l'époque apparemment Dragon Ball Z, seulement l'époque du manga, donc je trouve ça plutôt cool, avec un Goku adulte, donc c'est pas Dragon Ball mais Dragon Ball Z, si j'ai bien compris. Alès, dis-moi si je me trompe, voilà, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est ça. En tout cas, le jeu a une direction artistique juste magnifique, le jeu est trop beau, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, vous le voyez de façon en image. Il s'agit d'un RPG au tour par tour, donc je trouve ça très cool aussi, avec un côté quand même un petit peu plus action, puisque c'est un RPG tour par tour où on peut faire des esquives d'attaque si on appuie au bon moment. Ça me fait penser un petit peu au délire par exemple des Mario Paper, je trouve ça trop cool parce que ça permet de pas s'endormir sur son RPG. Alors je m'endors pas sur des RPG, hein, mais je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le genre parce que c'est un peu lent. Là pour le coup ça peut vous réconcilier avec le genre, je trouve ça cool. En tout cas on retrouve beaucoup des personnages de l'univers de Dragon Ball et comme dans tout bon RPG on construit son équipe avec 3 personnages au choix et justement avec des capacités spéciales. RPG classique, juste magnifique, peut-être un des meilleurs jeux Dragon Ball Z en tout cas sur console portable. Ce jeu fait l'unanimité en tout cas de ce que j'ai vu, donc c'est cool. Il est lui aussi complet, je vous ai même pas dit mais l'Inazuma Eleven était complet, voilà, avec la notice tout ça. Juste que la boîte, elle part un peu en cacahuète, le plastique s'en va, mais ça c'est très facile de remplacer un boîtier de DS, donc tout va bien. Et du coup le meilleur pour la fin, on peut le dire, hein, de ce lot de jeux DS, il s'agit de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu, qui va en binôme avec équipe de secours rouge. Je suis extrêmement content de le rentrer, puisqu'il s'agit du premier, avec le rouge du coup, Pokémon Donjon Mystère. Moi j'avais les suivants, mais pas le premier, donc ça fait plaisir. Je vous rappelle que ce ne sont pas les jeux édités par Game Freak, donc ce ne sont pas des RPG Pokémon, mais bien des Dungeon Crawler développés par Chunsoft, la boîte qui est derrière les Dragon Quest, les autres Donjons Mystères, parce que Donjons Mystères ne s'applique pas qu'à Pokémon, et également Kamaitachi no Yoru. Je sais pas si vous vous rappelez ce fameux jeu qu'on avait rentré, ce jeu Jap juste magnifique, parce qu'on était juste trop content de découvrir qu'en fait Chunsoft avant faisait des visual novels. Mais là pour le coup c'est un roguelike, et je suis très content de rentrer ce genre de délire. En plus les Donjons Mystères, faut savoir que ça a tellement une aura autour de l'histoire, tout ça, qu'ils en ont fait des animés, qu'ils en ont fait aussi des mangas, donc pour vous dire à quel point l'histoire est dense. En fait on va incarner un humain dans le corps d'un Pokémon, mais après on va se rendre compte que c'est pas trop ça, mais bon, en gros c'est ça, et du coup il peut parler aux autres Pokémon, du coup. Et avec tout un délire de catastrophes naturelles, à quoi elles sont dues, tout ça, on trouve plein de Pokémon légendaires comme Rayquaza, tout ça, qui vont justement être là en mode grand sage des Pokémon, qui vont indiquer les quêtes à suivre et tout. Je trouve ça trop bien dans l'histoire, apparemment c'est même très émouvant. Ça rappelle un petit peu du coup Détective Pikachu, surtout pour ceux qui ont vu le film, avec l'humain dans le corps d'un Pokémon, mais je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait du spoil. Et du coup, bah comme tout le monde dans une crawler, vous l'avez compris, il va s'agir de faire des combats au tour par tour, de se déplacer sur des petites maps et puis de trouver l'escalier pour soit monter soit descendre, bah justement pour atteindre le haut ou le bas du donjon, pour passer à un donjon suivant et faire avancer l'histoire. Et je trouve que c'est une très bonne idée aussi pour découvrir l'univers de Pokémon que de passer par là, puisqu'on en découvre un peu plus sur les Pokémon, sur la personnalité. D'ailleurs le jeu commence avec un questionnaire auquel il va falloir répondre honnêtement, et du coup ça va vous déterminer quel Pokémon vous allez être. Et moi c'est forcément Cadartichaud, même s'il y est pas.
mais c'est quand même qu'un artichaut, je vais recoder le jeu pour ça. Et donc ce lot, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je le trouve juste super intéressant, 3 titres incroyables qui rentrent dans la collection, dont un jeu Jap quand même, et puis un nouveau Pokémon, je trouve ça juste trop bien. C'est un enfant qui vendait ça sur son stand, avec également une 2DS, le lot était à 40 € avec pas mal de jeux, c'était plutôt intéressant, je lui ai dit combien tu ferais le jeu à l'unité, il m'a dit 3 € le jeu, j'ai craqué forcément, les 3 là pour 9 €, je lui ai donné un billet de 10. C'est la moindre des choses, je trouve que franchement c'était des titres incroyables, et puis c'est un gamin, il faut être gentil avec les gamins sur le vide-grenier, puisque après c'est fourbe les enfants, puisque ça grandit, et ça se rappelle de toi, et après ça te fout des coups de pute dans le dos, des coups de poignard comme ça. Ça y est, c'est l'heure du coup de fusil, il ne me reste que 4 minutes sur ma carte SD, donc je vais aller assez vite. Mais je vais vous poser une question, en fait, si je vous parle d'un jeu de Wii, le jeu le plus culte de la Wii, le jeu qu'il faut avoir, je sais pas ce que vous allez me répondre, mais moi dans mon imaginaire, avant même de trouver ce jeu en vide-grenier, bah c'est Mario Galaxy. Mais j'ai déjà le Mario Galaxy, il m'en manque un autre par contre dans la collection, le Super Mario Galaxy 2. Je suis juste hyper content de le rentrer enfin dans la collection, il est en état irréprochable, il est juste magnifique, il est complet, j'étais juste hyper content quand je suis tombé dessus, et ce jeu tout seul dans un bac. Les gens en fait ils avaient juste des super goûts quoi, ils ont dit on va acheter un seul jeu de Wii, ce sera celui-ci. Bah ils ont bien raison. Il s'agit même d'un des jeux les plus vendus sur Wii, 6 millions d'exemplaires, c'est juste abusé, il est apparemment encore meilleur que le 1, encore plus beau, alors je vous avoue que j'ai pas du tout tâté le 2, donc ça m'a donné encore plus envie quand j'ai lu tout ça, qui était juste trop bien. Il est même plus dur que le 1, je trouve ça trop bien. En tout cas j'ai vraiment hâte d'y jouer, hein. Il s'agit toujours du Mario 3D où on parcourt les galaxies. On peut dire d'ailleurs que Mario Odyssey sur Switch est encore une fois un hommage à Super Mario Galaxy 2, hein, je vous disais que c'est un hommage à Mario 64, mais je dirais que c'est un mélange un peu des deux, avec un peu de sunshine aussi. Il y a un mode coop qui est vachement plus amélioré que dans le 1. Le 1 c'était un peu comme Rayman Legends, ça vous parle, c'est-à-dire on incarnait une petite étoile, une petite luciole qui vous aide à voir les différents objectifs. Là, on peut vraiment incarner un deuxième personnage pour aider Mario dans l'aventure, je trouve ça trop bien. On peut même chevaucher Yoshi, ce qui n'était pas le cas du 1, donc c'est cool pour pouvoir manger des trucs et puis faire... Hein, je sais pas comment appeler ça, en gigotant les jambes pour planer. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un des jeux les plus cultes de la Wii, même un des Mario les plus cultes en général. Metacritic 97 sur 100, un truc comme ça. Si vous savez pas ce que c'est Metacritic, c'est en fait le regroupement de toutes les notes, toutes les critiques qu'il y a pu avoir dans les journaux et sites spécialisés. Donc 97 sur 100, c'est très très beaucoup pour un jeu, donc bah voilà, très content. Pourquoi je dis coup de fusil? Parce qu'il s'agit d'un jeu que j'ai payé 5 €, sans négocier, voilà, tout seul dans son bac, 5 €, le Mario Galaxy 2, j'ai dit oui. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite toujours à me laisser le gros pouce bleu et à vous abonner, activer la cloche, ou ça on ne sait toujours pas à quoi sert la cloche, mais faites-le. Je vois pas pourquoi vous avez besoin de recevoir un mail pour aller voir mes vidéos, vous allez juste aller dans vos abonnements, vous voyez, et puis on est là tous les dimanches. Faites-le, apparemment c'est bien. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine fois on parlera des prochains titres qui sortiront dans les prochains VG. Bon, trêve de prochainement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.